vous le connaissez, il est évidemment professeur émérite des universités, l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages qu'il classe en 3 catégories, histoire, fable et conte, et il a été reçu en mars 2021 à l'Académie française. Mais comme vous le savez, soyons honnêtes, Pascal Horry, tout ça n'est rien à côté du fait que vous avez l'immense chance d'être né à Fougères, autrement dit dans notre beau département d'Ille-et-Vilaine. Et ça va être ma première question. Quel regard posez-vous sur notre territoire qui a tellement évolué depuis 50 ans? C'est un regard amoureux. Moi, j'ai un plaisir fou à me retrouver à Rennes, à Fougères, quand l'occasion se présente. Dès qu'on m'invite à Rennes, bêtement, je dis oui. Après, je regrette en me disant que je n'ai pas la place dans mon emploi du temps. J'adore cette ville, cette région. Et je lui dois beaucoup parce que mon père était journaliste et de temps à autre, grande chance, il m'invitait dans ses enquêtes. Donc j'ai quand même, grâce à lui, il était grand reporter au journal Ouest France, j'ai mieux compris le terroir, le terrain, la terre dans laquelle j'ai grandi jusqu'à une vingtaine d'années et sans la perte de vue, puisque je reviens à Rennes plusieurs fois par an. Oui, alors en effet, Pascal Horry, une particularité de votre pensée, c'est que très vite, vous avez réfléchi d'un côté sur qu'est-ce qui faisait nation, qu'est-ce qui faisait communauté humaine, qu'est-ce qui faisait histoire, et très vite, vous avez quand même mis en exergue la particularité de la culture française, c'est l'apparition d'un discours sur la gastronomie qui est très ancien et qui fait partie maintenant de l'identité même des Français. Comment a émergé dans votre esprit au cours de votre carrière académique ce moment où vous avez dit « mais bien sûr ». J'ai travaillé très tôt sur la notion de nation, je lui ai consacré même un livre entier assez dense qui était le résultat de 40 ans de recherche et de séminaires. Et évidemment, il s'agit de toutes les nations du monde. Quand je m'intéressais à la France, ce livre n'était pas centré sur la France, mais la France avait quand même sa place. Il y avait un attribut parmi d'autres et qui est incontestable. Ce n'est pas du tout une sorte d'arrogance française. Les étrangers eux-mêmes nous disent « mais vous êtes obsédés par, on va dire, la bouffe. Vous, les Français, vous passez votre temps. » Donc il y a quand même un rapport de ce pays à la gastronomie, c'est-à-dire à la culture du manger et du boire, qui est spécifique. Il se trouve que nous sommes en ce moment au Champ Libre. On découvre, quand on ne le sait pas, qu'il y a un autre pays au monde qui a ce rapport extraordinaire à la nourriture, qui est la Chine. Et les Chinois sont considérés un peu comme les Français d'Asie, les Japonais étant les héritiers des Chinois. Parce qu'il ne faut pas trop dire aux Japonais. Mais... Donc la France a un rapport spécifique à ça, et ça se comprend par l'histoire. Alors on va revenir sur l'histoire elle-même et sur l'histoire précisément du discours gastronomique. Alors j'ai une question très sérieuse, une question de psychanalyse génétique de votre œuvre, Pascal Horry. Je vous la pose, attention, question sérieuse. Toute votre œuvre ne se comprend-elle pas par le fait que vos parents se sont rencontrés dans une des meilleures pâtisseries de Rennes? La pâtisserie Anctil, qui a disparu depuis, rue de Toulouse. Mon père, on est dans les années 30, début des années 30, je vous parle pratiquement du Moyen-Âge, était, dans le cadre de son service militaire, un fringant officier de cavalerie, officier de réserve. Très chic. Donc très séducteur d'emblée, il en rajoutait aussi. Et il rencontre à la pâtisserie Anctil, qui tenait le haut du pavé à l'époque, en ce qui concerne des pâtisseries rennaises, sans vouloir être méchant à l'égard des autres. Elle était située où? Rue de Toulouse. Rue de Toulouse. Rue de Toulouse. Je suis passé tout à l'heure en pèlerinage, ce n'est plus une pâtisserie, c'est un magasin de vêtements évidemment, mais bon. Et il y avait une employée de commerce, comme on disait à l'époque. Elle servait des petits gâteaux, etc., comme dit la chanson. Et c'était ma mère. Future mère. Oui. Voilà, ma future mère. Oui, dans votre mère, tout court. Oui. Voilà. Oui. D'accord. Et voilà, tout est parti de là. Si je suis là en train de vous répondre, c'est parce qu'il y avait une pâtisserie, que mon père était gourmand, sans doute pas que, séducteur, etc. Et que ma mère était sans doute une femme assez séduisante elle-même quand elle servait des petits gâteaux comme dans la chanson. Alors, au-delà de la séduction et au-delà de la blague, il y a quand même, si on prend la Bretagne un peu frondeuse et les bons gâteaux, la pâtisserie, on a quand même 2 ingrédients essentiels de votre pensée. Alors, en effet, se pose une question, est-ce que vous n'étiez pas destiné à faire ce lien entre les deux? Ça a mis quand même un peu de temps, parce que, une fois dit ce que j'ai dit sur ma mère, c'était pas principalement une grande cuisinière. Mon père était un amateur de bonne chair,
et de vin aussi. D'ailleurs, en tant que journaliste, il avait intérêt à créer des liens. Mais je pense que mon intérêt pour tout cela est venu de ma propre gourmandise. Alors là, je n'ai pas le 0,6 du docteur Freud, ça vient peut-être de plus haut que mes parents. Puis deuxièmement, du fait que historien de l'identité, je rencontrais cette fameuse identité culinaire et finalement gastronomique. Donc ça m'a encouragé. J'ai eu un bon prétexte pour m'intéresser à la cuisine et au vin, n'oublions pas le vin, avec des prétextes scientifiques. C'est ça. Alors en fait, la question c'est que dit d'un peuple sa gastronomie? Et vous pistez, vous prouvez, vous démontrez qu'il y a un tournant évident du rapport des Français à l'alimentation au XVIIIe grand siècle, XVIIIe, lié à l'hégémonie de l'art de vivre à la française, c'est cela? Tout à fait, ça s'est fait en 2 temps. Il y a d'ailleurs un historien britannique qui l'a confirmé, donc c'est très bien. La bifurcation entre la réalité, mais surtout l'image, la représentation de la cuisine anglaise et de la cuisine française, ça se situe à l'époque de Louis XIV. D'un côté, vous avez la monarchie absolue qui s'enracine à Versailles, ça c'est très important, l'ostentation, on a les yeux tournés vers le roi pour tout, y compris pour l'art culinaire. C'est le mythe de Vatel, qui n'est pas un cuisinier, qui est un intendant. Puis en face, vous avez les Anglais qui choisissent le triomphe du protestantisme, ça s'appelle la Révolution, c'est là que le mot apparaît, d'ailleurs Révolution, de 1688, puritain, austère, gentleman farmer, on n'est pas à Versailles, on est sur ses terres avec son chien à ses côtés, donc c'est le roast beef qui compte. Donc vous avez déjà 2 représentations. Et puis le siècle suivant, évidemment ça c'est capital, c'est la France. La France, c'est pas l'Angleterre, les États-Unis, la Russie, qui inventent le restaurant. Alors justement, je trouve que c'est un élément dans l'articulation de votre pensée qui tout d'un coup précipite toute votre réflexion, et c'est passionnant parce que, si je vous ai bien lu, le restaurant apparaît un petit peu avant la Révolution française. Et ce que vous dites, c'est que ce n'est pas la continuité de l'auberge, c'est autre chose. Alors qu'est-ce que c'est, Pascal Horry? D'abord, merci de m'avoir si bien lu, c'est exactement ça, vous l'avez bien résumé. Dans le restaurant qui se met en place en effet entre 1760 et la Révolution, début du 19e, on vous offre un décor de grande maison, disons d'hôtel particulier. C'est à l'époque où on invente l'hôtel particulier moderne. Une cave de grande maison, une cuisine de grande maison, un service de grande maison. Mais en échange de quoi? Dans l'ancien système, en échange d'une invitation entre pairs, c'est-à-dire que la marquise invite son cousin. Là, on ne vous demande pas de connaître la marquise ni le cousin, on vous demande d'avoir de l'argent. Donc je viens de définir le monde moderne. Donc le monde moderne s'applique aussi au domaine de la cuisine. Le restaurant, comme vous l'avez dit justement, n'a rien à voir avec l'auberge, etc., à la table d'hôte. Si je comprends bien, c'est que dans un restaurant, par exemple, au début, sous, je sais pas, Monarchie de Juillet, par exemple, on pouvait imaginer qu'un grand de ce monde, titré, se retrouve non loin d'une table d'un bourgeois non titré, d'ascendance non noble, mais par contre qui avait réussi dans les affaires, et c'était le seul lieu où on pouvait les voir non loin, c'est cela? Vous venez de définir la Déclaration des droits de l'homme, 1789. Évidemment, la sélection se fait par l'argent, c'est-à-dire qu'on va pas, c'est pas le vagabond qui va pouvoir entrer, ou du moins rester, parce qu'il sait qu'il y a. Alors on invente le menu à cette occasion-là. La question des accords entre vin et mets va se sophistiquer à l'intérieur du restaurant. Et puis les premiers restaurateurs portent une épée au côté, sont bien habillés, traitent parfois de haut la clientèle, c'est-à-dire eux-mêmes acquièrent une noblesse. C'est à ce moment-là que le premier grand chef, au sens moderne du terme, qui est un Français, Antonin Carême, quel drôle de nom, qui est pâtissier d'ailleurs de formation, invente la toque. La toque, oui. La toque, en considérant que jusque-là, vous savez, c'est Meunier Tudor, c'est un bonnet qui retombe. Il trouve que c'est pas assez noble. Et comme c'est un autodidacte qui s'est cultivé sur le tas, c'est-à-dire à la bibliothèque nationale ou impériale, il connaît par cœur l'architecture ancienne, il connaît les colonnes corinthiennes, etc. Et il considère que c'est beaucoup plus noble d'avoir une toque. Et ça marchera, puisque aujourd'hui, au Japon ou en Chine, les chefs qui portent une toque. Oui. Donc il y a une vraie révolution sociale à cette occasion. Alors ce que vous dites aussi, c'est que finalement, de la même manière qu'on va avoir des modifications des statuts de l'artiste, l'apparition du chef, qui a cette morgue d'ailleurs, peut l'avoir parce que lui-même, finalement, se regarde comme un artiste. C'est ça, Pascal Horry? Exactement, et dès les premiers textes, c'est-à-dire les textes de chefs comme Antonin Carême, son successeur
à peu près un siècle plus tard, c'est Auguste Escoffier, Bien sûr, le chef le français grand qui a eu la Escoffier. plus grande importance dans le monde. À New York notamment. Ah oui, New York, Londres, etc. Tous ont des références à l'art, aux beaux-arts. Escoffier, c'est l'architecture, il se voit comme architecte puisqu'il fait des pièces montées, etc. Il va même écrire des livres, en tous les cas dessiner des livres concernant les aménagements urbanistiques de Saint-Pétersbourg, de Paris. C'est un pâtissier qui parle, c'est un chef. Dans le cas d'Escoffier, il dit « Moi je rêvais d'être sculpteur ». Escoffier passe son temps à admirer les grandes cantatrices de l'époque. Il donne le nom de Sarah Bernard à une recette de fraises. La pêche Melba, est-ce qu'on sait encore que Melba, c'était la Calas de l'époque, c'était la grande cantatrice. Et il était complètement enamouré devant la Calas de l'époque, qui était Madame Melba. Et il a inventé la pêche Melba pour elle. Je saute dans la continuité de ce que vous dites, hein, mais je ne savais pas, et je pense que beaucoup de téléspectateurs l'ignorent, que le repas gastronomique des Français était labellisé. Le repas gastronomique. Pouvez-vous nous donner une définition un petit peu plus précise? Parce que je crois que vous faisiez partie du comité. Oui, c'est un travail d'influence, on dirait en franglais de lobbying. C'est très politique, hein, le classement auprès de l'UNESCO, dans la catégorie du patrimoine immatériel. On venait d'inventer, quelques années auparavant, nous sommes donc en 2010 pour le classement français, la notion de patrimoine immatériel. Avant, matériel, une cathédrale gothique, genre... Non, le tiers-monde, comme on ne dit plus maintenant, on disait, écoutez, les cathédrales gothiques, on n'en a pas beaucoup, mais on a des recettes de cuisine, on a des rituels chamaniques, etc. Donc la France a bien compris le message et a dit, mais nous avons un rapport à la gastronomie. Alors l'erreur qu'on pouvait faire, et au départ, on ne l'a pas compris, c'est de parler du restaurant. Surtout pas, parce que pour l'UNESCO, ça c'est le commerce. Donc c'est mal vu. Il faut que ce soit anthropologique. Donc on a dit, c'est le repas gastronomique des Français. Le biais que vous avez trouvé. En d'autres termes, les Français qui nous regardent en ce moment ne savent pas qu'ils ont tous été classés en 2010 à Nairobi. Voilà. Parce qu'à partir du moment où ils se réunissent pour faire, ils appelleraient ça une bonne bouffe, en respectant certaines règles, ne pas oublier le plateau de fromage, discuter des accords, eh bien, ils sont en train de faire un repas gastronomique. Évidemment, après l'UNESCO nous a rattrapés en disant, bon, c'est très bien, on vous classe, mais maintenant il faut que vous nous prouviez que vous allez suivre ça. Et c'est ça qui est à l'origine de ce qu'on appelle les cités de la gastronomie, qui, plus ou moins lentement, sont en train de s'installer. Il y en a une qui marche bien à Dijon, il y en a une qui est annoncée bientôt à Paris-Rungis, à Tours aussi. Celle de Lyon a plus de problèmes, visiblement. Et Pascal Horry, je crois que c'est dans un article, un entretien que vous avez donné au Monde, je crois. Je vous cite, « La cuisine est parfois l'une des dernières choses qui nous rattachent à la vie et lui donne du sens ». Quelle est la dimension consolatrice de la nourriture chez l'homme français ou dans le monde? Parce que je pense que ce n'est pas la même chose. Je sais que dans des moments de tristesse, on peut se tourner vers la nourriture comme médicament en quelque sorte. Une des origines du discours gastronomique qui se cristallise donc en France vers 1800 remonte aux Grecs, à la diététique, parce que diète en grec, c'est le genre de vie, donc c'est du lourd. Et on le sait aujourd'hui, on voit bien que la dimension diététique est très importante, y compris en médecine. Donc il y a cette dimension-là, consolatrice ou autre. Il y a l'idée aussi que la cuisine, telle ou telle recette, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Vous êtes immigré, première, deuxième, troisième génération, vous perdez la pratique religieuse, vous perdez la langue, mais il y a encore des recettes. Vrai, ça, c'est quand même important en termes d'identité et effectivement de plaisir, alors parfois consolateur, parfois tout simplement hédoniste. Et dans la continuité de ce que vous dites, on remarque un phénomène qui rassemble beaucoup de Français, issus de catégories sociales différentes d'ailleurs. C'est une évolution de l'alimentation pas mal chez les jeunes, qui est l'adoption d'un régime vegan. Comment lisez-vous cette évolution au regard de ces 2 siècles? Alors, il faut préciser qu'il y a vegan, végétarien, végétalien, etc. Oui, là, je dis bien vegan, c'est-à-dire l'abandon de toute consommation sous forme de comestible ou sous forme de transformation des habits d'un produit d'origine animale. Alors, on comprend bien par cette définition, qui est juste, que c'est un mouvement philosophique. Tout à fait. Par exemple, toutes les considérations sur le fait que l'élevage intensif perturberait écologiquement la planète, c'est très secondaire. Ce qui est fondamental, c'est le regard sur le règne animal. Il faut quand même le dire.
Quand on s'intéresse à l'histoire au-delà de la mythologie, par exemple, Pythagore, ce n'est pas du tout ce qu'on dit. Les pythagoriciens ne sont pas fondamentalement végétariens, c'est une autre affaire. Premièrement, il y a un rapport au sacrifice dans les anciennes civilisations qui fait que quand on parle d'animal, ce n'est pas l'animal qu'on consomme comme ça, c'est l'animal que consomment les dieux. Donc il faut faire attention à l'anachronisme. En fait, qui est à la manœuvre sur ce plan-là comme sur beaucoup d'autres, ce sont les protestants, des pasteurs, des intellectuels formés, on peut dire au rigorisme protestant, presbytérien, ont été les premiers à développer des discours de méfiance. Alors, par exemple, si on mange des céréales au petit déjeuner, je vais faire de la publicité, la famille Kellogg aux États-Unis, protestant, adventiste, rigoriste, elle est contre le breakfast à l'irlandaise. C'est-à-dire, je bois une pinte de Guinness et je mange de la charcuterie. C'est l'horreur intégrale. Ils sont anti-alcooliques. Les deux frères Kellogg, il y a l'industriel et il y a le médecin, l'intellectuel. Ils sont végétariens, ils sont aussi puritains parce que leur troisième obsession, c'est la masturbation. Voilà. Donc ce sont eux qui vont inventer l'idée des céréales au petit déjeuner de lait de soja. Donc c'est entièrement puritain, c'est philosophique. Après, on choisit son camp. Mais il ne faut pas imaginer que ça vient de n'importe où. Ça vient du monde anglo-saxon. Donc alors ce que vous pistez, si je comprends bien, c'est que dans le monde anglo-saxon et dans le protestantisme rigoriste, qui, on sait, donne une place plus grande aux interdits alimentaires juifs, donc une réaction beaucoup plus marquée que chez les latins catholiques romains, qui eux n'ont pas cette place plus marquée pour les interdits juifs et donc consomment d'une manière plus heureuse. Vous avez tout à fait raison, parce que les protestants se distinguent des catholiques par un rapport, comme on dit de façon pompeuse, vétérotestamentaire. C'est ça, l'Ancien Testament, ils connaissent beaucoup mieux que les catholiques. Oui, oui. Et ça a des effets, y compris en cuisine. Une petite question comme ça, mais c'est parce que je me suis toujours posé la question, pourquoi en France et non chez nos cousins suisses, québécois, pourquoi a-t-on décidé, je crois, vers la fin du 19e siècle, d'appeler le déjeuner petit déjeuner, le dîner déjeuner et le souper dîner? D'où vient ce glissement, Pascal Horry? Franchement, je n'ai pas la réponse, c'est l'objet de discussions infinies. Je pense que ça tient aussi au basculement progressif du souper hors de la vie quotidienne. Le souper, c'est quand même plus exceptionnel, le rapport avec une sortie, spectacle, etc. Donc du coup, ça décale. Par ailleurs, le petit déjeuner devient individualisé aussi parce que, à cette époque-là, professionnellement, on finit par travailler très souvent hors de chez soi. Donc, on sort hors de chez soi, grosso modo le matin, enfin un peu plus tôt, un peu plus tard, et donc on identifie un petit déjeuner qui se distingue du déjeuner. Je rappelle que le mot déjeuner signifie qu'on met fin au jeûne. On brise le jeûne, oui. Alors le vrai déjeuner, c'est le petit déjeuner, parce qu'on a jeûné pendant la nuit. On déjeune. On déjeune. Oui, tout à fait. Pascal Horry, je vous ai demandé de préparer une réponse à une question un petit peu originale, mais alors je vous la pose. Si vous vous réincarniez dans un plat existant ou nouveau, quel serait-il? À quoi ressemblerait-il? Ses couleurs, ses ingrédients? Quel nom? Quelle est votre réponse, Pascal Horry? Ma réponse est liée à ma visite ce matin sous la conduite de M. Coudray, grand spécialiste de la chose, Yvon Coudray, du marché des Lys. Évidemment, quand je viens à Rennes, j'essaye d'être là le samedi matin, dès le vendredi soir, parce que le marché des Lys, c'est quand même grandiose. 10 000 personnes à peu près chaque samedi. Et je me suis trouvé devant un homard bleu. Et donc, moi, je veux être réincarné en homard bleu, femelle. Vous voyez, je fais mon outing. Bravo, femelle. Bravo, c'était le moment de le faire. Oui, parce que c'est bien meilleur. Oui. Bien meilleur. Et c'est admirable, c'est quand même très largement breton. Moi, je préférerais être réincarné en homard femelle traité à l'américaine, alias armoricaine, mais en fait, c'est la sauce américaine. Là, vous prenez des risques. Voilà, je prends des risques, mais bon, voilà. Enfin, en tous les cas, il faut qu'il y ait de la tomate, de la carotte, du bouquet garni, etc. Et donc, je serais parfaitement heureux dans cet état-là, vraisemblablement. Pascal Horry, pour finir, j'ai toujours un petit mot pour mon invité. Et dans votre cas, ça sera comme votre parole est d'or et votre lecture de l'histoire, celle d'un amphitryon qui nous invite à dîner chez Lucullus, mais aussi chez Brillat-Savarin. Pourriez-vous nous lire un passage de votre ouvrage? Brillat-Savarin, dont on va fêter bientôt le bicentenaire de la publication de son chef-d'œuvre, La physiologie du goût, 1825, est resté célèbre entre autres par le quasi-début de son livre, les aphorismes du professeur. J'en lis 4-5, pas plus. Certains sont très connus, mais on ne sait pas forcément que c'est de Brillat-Savarin.
dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Le Créateur, avec un grand C, en obligeant l'homme à manger pour vivre, l'y invite par l'appétit et l'en récompense par le plaisir. La gourmandise est un acte de notre jugement par lequel nous accordons la préférence aux choses qui sont agréables au goût sur celles qui n'ont pas cette qualité. La table est le seul endroit où l'on ne s'ennuie jamais pendant la première heure. Et enfin, j'aime beaucoup, la découverte d'un mets nouveau fait plus pour le bonheur du genre humain que la découverte d'une étoile. Pascal Horry, merci beaucoup. Grâce à vous, nous aurons une bonne journée et un bon dîner et un bon souper. Merci encore. Merci à vous.